Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de la suite de la première vidéo consacrée au livre Le mur invisible de Marlene Haushofer, cette femme qui a une conception particulière de la vie et dont j'ai lu tout l'ouvrage, dont j'ai retenu les morceaux choisis. Voilà. Donc nous continuons sur ces phrases souvent très originales qui peuvent avoir une influence sur votre propre conception de la vie. Alors sur le chevreuil. Je chargeais le chevreuil sur mes épaules. Je dépeçais le chevreuil. C'est une femme qui se débrouille bien par rapport à notre civilisation où nous achetons au supermarché des pièces d'animaux dont nous n'avons pas vu la mise à mort, etc. Bon. Et je mis la viande salée dans des seaux et je l'ai plongée à ras-bord dans l'eau glacée. Elle se débrouille très bien dans la nature. Alors, il s'agissait d'un chevreuil qui s'était cassé la patte arrière et qui ne pouvait plus bouger. Elle a dû l'achever. Je dus l'achever. Donc, vous voyez, une femme qui se prend totalement en charge pour pouvoir survivre. Le chien. Un chien sans maître est l'être le plus misérable du monde. Beaucoup de propriétaires de chiens, sans aucun doute, partageront ce sentiment. L'être le plus misérable. Oui, oui. Le plus misérable. Il devait sentir à quel point il m'était nécessaire. Oui, parce que bien sûr, elle avait un chien. Elle avait un chat aussi. Lynx, c'est le nom du chien. Tout lui était une occasion de s'enthousiasmer. Je n'ai jamais pu rester triste bien longtemps à ses côtés. Si heureux de vivre avec moi. Cela me rappelle David Savant-Schreiber, avec sa méthode anti-cancer. Il a vécu 20 ans de plus que quelqu'un frappé par le cancer du cerveau, blastome de type 4, je crois. Et à la fin, alors qu'il avait des nausées, il dit qu'il avait son chien qui mettait sa tête sur sa jambe, avec un regard un peu tristouné, quoi. Mais que David Savant-Schreiber, au bout de quelques minutes, se portait tout de suite mieux. Voilà. Lynx était tout simplement fou des hommes, comme tous les chiens. Voilà. Conception éminemment positive des relations homme-chien. Il s'habituait à tout ce qui me plaisait. Mes doigts enflèrent. Je ne pourrais bientôt plus bouger mes mains. Lynx m'accablait de démonstrations de tendresse. On est en plein David Savant-Schreiber là. Je me mis à pleurer, après quoi nous restâmes assis sur le banc, aussi consternés l'un que l'autre. C'est tout un tableau, ça. C'est beau. Chaque émotion spirituelle déclenchait chez lui une terrible fringale. Il avait faim. C'est curieux, ça. Lynx ne connaissait pas d'heure pour dormir. Oui, bon. Les animaux dorment quand ils ont envie. Et l'homme aussi, d'ailleurs. La vie courte et heureuse d'un chien, courte et heureuse, cette merveilleuse voix humaine qui l'aimait tant. Corneille, une corneille blanche. Moi, je n'ai vu que des corneilles noires. Elle fait état d'une blanche. Bon. Les corneilles mènent une double vie excitante.
J'ai aucune explication à fournir sur ça. Double vie excitante. Double vie, puis excitante. Je sais pas. À tous ceux qui veulent approfondir, d'approfondir. Hibou. Ce monde de hibou, de renard et de martre. Sans doute en relation avec la forêt, cette phrase. Un monde. Sur la rubrique corps, elle a des phrases. Haushofer a des phrases sur les dents, l'évanouissement, la faim, les jambes et les pansements. Dents, j'avais oublié cette dent, sans doute parce que je savais qu'elle était en mauvais état. Eh bien, c'est un acte de philosophie presque existentielle, d'oublier ses soucis, mais tout de même, bon. Il m'arrive de me réveiller à 3 heures du matin, ah ça c'est mauvais, et la pensée de mes 26 dents blanches me plonge dans un morne désespoir. Ah, bon. Ça dépend si elles sont en bon état ou en mauvais état aussi. Sans doute en un peu mauvais état. Évanouissement. Je ne me suis jamais évanoui de ma vie. C'est vrai que dans les anciens films, on voit des femmes qui s'évanouissent. C'est de coutume presque. Mais en voilà une qui dépêche son chevreuil, qui le coupe en morceaux, ben, elle ne s'évanouit pas. Rubrique faim. Je redoute bien moins la faim que le froid et l'obscurité. Oui, ça se comprend. Elle n'aime pas l'obscurité, elle n'aime pas le noir. Elle n'aime pas la nuit donc. Le froid non plus. Ben, le froid, ça peut se comprendre aussi. Jambes. Les entourer de serviettes humides pour pouvoir dormir. C'est un conseil, voilà. C'est un conseil. Vous pouvez en faire votre profit aussi. Pansements. J'avais encore des pansements adhésifs. Maintenant, je les entoure simplement d'un torchon et elles guérissent tout aussi bien. Elle parle de ses jambes toujours là. Hein. Voilà. Un simple torchon, humide, et ça va aussi bien. À vérifier en pratique, tout simplement. Sur la nature, on va parler du cyclamen, des fleurs en général, d'une fontaine, du sommet de la montagne sans doute, de la forêt. Elle est née d'un garde forestier, hein. Donc forêt, bois, bourgeons de pin. Cyclamen. Cyclamen. À la montagne, quand ils sont déjà en fleurs en juillet, on dit que l'hiver sera précoce. Bon. Les cyclamens, il y a beaucoup de sortes de cyclamens aussi. Dans la vidéo que j'ai consacrée avec une musique de Tchaïkovski, je crois, sur des cyclamens que je cultive, c'est des cyclamens qui fleurissent, eux, en janvier-février, quand il fait froid. Voilà. Vous voyez la vidéo. La valse des cyclamens, un truc comme ça. Si on le respire trop lentement, on y sent une odeur, la mort. Ça, c'est très curieux. J'ai toujours cru que le cyclamen était une fleur très singulière et un peu effrayante. Ah bon? Ah ben moi, pas du tout. Voilà. Au contraire, je la trouve très discrète, petite, fragile. Elle a une tige très fine et une feuille d'un dessin très poussé. Voilà pour le cyclamen. Les fleurs à titre général. Je ne connais même pas le nom des fleurs qui poussent le long du ruisseau. Autrement dit, son enfance
auprès d'un garde forestier. Son père ne lui a pas fait apprendre les fleurs, ça ne l'intéressait pas. Quand elle s'est mariée avec un dentiste aussi, ça n'a pas approfondi sa connaissance des fleurs. Fontaine. La fontaine conduit en bois. J'ai relevé ce passage parce que avant, on faisait avec ce qu'il y avait sous la main. Donc, on creusait dans une pièce de bois une cavité sur toute la longueur pour acheminer l'eau, tout simplement. Et ça marchait très bien. Avant qu'on invente le métal et tout ça, enfin les conduites en métal, voilà. Sommet. Ce que je préférais à tout, c'était contempler la prairie. Elle a un aspect contemplatif. La contemplation, c'est un mot vaste aussi, peut désigner, selon moi, deux choses. Le fait, pour un sage bouddhiste ou autre, de contempler, c'est-à-dire d'être à l'intérieur de soi, tout en étant dans le monde, voir le Zen japonais par exemple, et d'autre part la contemplation, s'asseoir, comme fait Marlène Haushofer, et regarder le paysage sans fin qui ondule au loin, qui ne bouge pas, qui est intemporel. Ça aussi c'est intéressant, c'est apaisant. Sur l'alpage, après l'orage, le soleil recommençait à briller, alors que dans la vallée, il fallait plusieurs jours au brouillard pour se dissiper. Oui, ben, elle avait remarqué ça. En effet, dans les points bas, l'humidité s'accumule, donc le brouillard aussi. Et en altitude, c'est plus sec. Il y a moins de nuages, donc le soleil brille. D'accord, c'est rationnel. La forêt et le bois. La forêt tout d'abord. J'aime beaucoup vivre dans la forêt à présent. Bon, ben très bien. Voilà. La forêt est aimée de foule de gens qui y trouvent la paix, la quiétude, la tranquillité et une certaine élévation due à la futée, aux arbres. Charles de Gaulle. Quand je me promène dans notre parc, je me mets à penser. La futée élève l'esprit et la marche le met en mouvement. Charles de Gaulle. La forêt n'est jamais entièrement silencieuse. Ben, est-ce qu'il y a un monde qui est véritablement silencieux? À la rigueur, peut-être l'océan, enfin, voir Mayotte, Cousteau, là. Mon documentaire sur Mayotte. Où j'ai pas entendu grand-chose, c'est vrai. Dans l'eau. Mais bon. Les mondes souterrains sont toujours un peu bruyants. Il y a des gouttes d'eau, pip, 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 qui tombent. Comme si la forêt avait commencé à allonger en moi ses racines, c'est très joli ça. Allonger en moi ses racines pour penser avec mon cerveau ces vieilles et éternelles pensées. Là, il y a une communion, une très belle phrase là, une communion profonde entre la forêt et Marlène Haushofer. La forêt avait commencé à allonger en moi ses racines pour penser avec mon cerveau ces vieilles et éternelles pensées, car la forêt existe depuis très 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 longtemps. Très très bon. J'ai maintes fois soupçonné ceux qui m'étaient le plus proche d'être passés à l'ennemi. Ah, une accusation. C'est alors que ma vie est devenue grise.
Ici dans la forêt, je me trouve enfin à la place qui me convient. Alors, peut-être que cela peut s'expliquer par le contexte politique dans lequel Marlène Haushofer écrit. C'est après l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion par Hitler de l'Autriche. Elle est autrichienne, elle vient d'Autriche. À ce moment-là, un certain nombre d'Autrichiens plutôt, sont devenus nazis. C'est sans doute cet ennemi. Et donc sa vie est devenue grise. Évidemment, il y avait un affrontement entre les nazis qui chassaient tous les juifs, les tziganes, les communistes, etc., etc. Alors que la forêt, elle, reste éternellement tranquille, paisible. Ouais. Bois. Couper le plus de bois possible me donne un sentiment de sécurité. Oui, il faut qu'elle se chauffe pendant l'hiver, donc elle le coupe. Et évidemment, c'est une activité sécuritaire qui rassure. On fait des provisions, c'est l'écureuil. Voilà. Bourgeons de pin, dernier élément sur la forêt. Les jeunes bourgeons de pin étaient devenus vert foncé et n'avaient plus aussi bon goût qu'au printemps. Ah, alors on apprend qu'elles mangent les bourgeons de pin. Que ça se mange, je ne savais pas moi. Et au printemps, ils ont bon goût. Pourtant, je continuais à les mâchonner. Ben, vous aurez appris ça aussi, si vous voyez des pins. Au printemps, il faut les goûter. Pour la nourriture, elle a la chance d'avoir des érelles. Elle fait des crêpes. Elle mange des framboises. Elle perd du lait et du poisson, des haricots, des herbes, des orties. Ça, c'est très important. Le thé, les pommes et les pommes de terre. On va voir ce qu'elle pense de tout ça. Leur teneur en tanin les empêche de moisir. Les érelles. Ah, eh ben, elle en sait des choses. Sans commentaire de ma part, elle dépasse mes connaissances. Crêpes, je fis des crêpes sans œufs. Ah, là aussi. C'est donc possible. Pour tous ceux qui font des crêpes, essayez. Framboises. Les framboises étaient très sucrées, mais leur jus se révéla acide et rafraîchissant. Une framboise bien mûre, est en effet sucrée. Mais évidemment, le jus est acide et donc rafraîchissant. Exact, tout ça. Le lait et le poison. Ah, c'est le poison. Le lait m'a guéri de mon empoisonnement. Ça, ma mère disait toujours que quand qu'on avait un problème, il fallait boire du lait, quoi. Euh, ça lui avait beaucoup servi en Algérie française où la nourriture n'était pas très, très fraîche. Et puis même dans la paysannerie pyrénéenne, boire du lait, c'est une bonne chose quand on a un problème. Ne pas tomber dans la consommation approfondie de lait, voir le docteur Henri Joyeux sur ça, les facteurs de croissance, etc., etc. J'ai écrit un livre résumé, morceau choisi aussi, sur le professeur Joyeux, son énorme livre là, 800 pages. Haricots. Je fis sécher les haricots au soleil. Ben oui, très bien. Herbes. J'allais chercher des herbes comestibles dans le pré pour épicer la viande. Mais il faut les connaître, hein, là. Petit à petit, elle développe une connaissance. Avant, c'était connu, mais maintenant, dans la société industrielle et urbaine, on a perdu le nom des herbes. Orties. Autour du fumier poussaient des orties géantes. Bah oui, là où il y a du fumier, les orties, elles poussent. Hein. Une calamité. Non, c'est pas une calamité. Faut les exterminer. C'est pas une calamité, puisque ça se mange et ça fait de très bonnes soupes. Hein.
et d'autres préparations aussi. Et alors c'est d'une richesse minérale, enfin bref. Dans Jean Valnet, notre très grand phytothérapeute qui est mort il y a un bout de temps maintenant, et qui était contre l'ordre des médecins, etc., qui ne mâchait pas ses mots, voilà. Il y a plusieurs pages élogieuses, il y a 4 ou 5 pages élogieuses sur les orties, que les vaches notamment qui mangent des orties font un lait d'une qualité gustative extraordinaire et un beurre délicieux. On ne sait plus, à force de manger de la nourriture industrielle, quel peut être le goût des choses naturelles. Ortie en épinards, ben voilà, et des pommes de terre. Les orties servent à des tas de choses, hein. C'est très intéressant les orties. Le thé. Le temps où j'avais encore du thé, ah oui, à la ville, avant, son parfum me rendit ma gaieté. Il y a peut-être du Proust là, la Madeleine de Proust. Peut-être qu'en se refaisant du thé, elle a évoqué des souvenirs antérieurs, agréables. Pomme. Je l'ai disposée en faisant attention qu'elle ne se touche pas. Ben oui, oui. Les fruits, quand on les entrepose sur une certaine durée, il vaut mieux les séparer. Des fois qu'il y en a un qui, moi je dis, qui ne communique pas ses champignons à l'autre fruit qui est à côté. Pommes de terre. Il faut peler les pommes de terre en tranches. Oui. En prenant garde que chaque morceau soit pourvu d'un œil. Alors là, ça, je ne comprends pas. J'ai des personnes qui ont la solution, qui me l'envoient par commentaire ou d'une autre manière, ou avec mon adresse mail. Voilà. Pommes de terre en tranches. Eh bien, nous en avons fini avec cette deuxième vidéo sur le livre Le mur invisible de Marlène Haushofer. Vous avez vu que en 22 minutes, on parcourt un grand nombre de pages avec ces morceaux choisis qui sont pour beaucoup remarquables et qui peuvent modifier notre perception des choses. Pour ceux qui ne connaissaient pas les orties, enfin qui n'y attachaient pas d'importance, ben voilà, par exemple, une révolution à faire. Hein. Voilà. Voilà. Donc, faites-en votre profit, parlez-en. Voilà. Vos neurones s'en porteront beaucoup mieux. Cela dit, je vous dis au revoir à toutes et à tous et bonne continuation en tout, y compris avec le mur invisible. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.